Je ne sais pas, Nadia, si tu as encore Oui, un enfant. Angéline. Oui, Oui, tu as oui. envie d'intervenir. Avant peut-être de dire un mot sur le point que je touche concernant la structuration, qui est d'ailleurs très intéressant, je voudrais revenir sur les questions que tu as posées au préalable. Qu'est-ce qui explique le fait que, malgré les circonstances quotidiennes, cet individu ne se rend pas compte que son action, son déploiement ne le profite pas? Je vais illustrer par une image simple, Angéline. Imagine que nous soyons ensemble sur une table et que pendant que je mange, c'est-à-dire je prends des aliments, ces aliments, en réalité, vont directement chez toi. C'est-à-dire je ne me rends pas compte que tout ce que je prends, que ce soit dans la dimension nutritive, c'est toi qui en bénéficies. Même s'il arrive que j'ai comme l'impression que mon ventre gonflerait, si je ne suis pas conscient que tout le meilleur de ce que je prends, c'est toi qui le tires, je vais continuer à le prendre. Je réalise que tout ce que je consomme, mon ventre plein de volume, que, donc je peux dire nutritif de tout ce que je consomme, ça va chez toi, il est fort possible que ça détruise mon consentement à consommer. Et c'est exactement ce qui se passe pour répondre à ces questions. Parce qu'en réalité, l'être social, bien même qu'il soit confronté aux situations, aux événements quotidiens, en réalité, il ne se rend vraiment pas compte, je dis bien, il ne se rend vraiment pas compte que tout son mouvement profite à la société. Parce que s'il y a une prise de conscience réelle par rapport à cet état de choses, ça pourrait détruire son comportement, ça pourrait amoindrir ou alors limiter son consentement, je voulais dire, ça pourrait amoindrir ou alors limiter son mouvement. Donc, la société, c'est la raison justement pour laquelle on a fabriqué les humains comme des êtres de besoin. Parce que dans la dimension besoin, elle est totalement liée à la dimension post-vérité. Post-vérité. C'est ce qui fait en sorte que, bien même quand les événements viennent, c'est-à-dire comme un petit flash de lumière révélé aux gens que, en réalité, vous n'êtes pas là pour vous au service de l'État, comme le témoignage que tu rendais. Mais pourquoi les gens continuent toujours, c'est-à-dire à fonctionner tel qu'ils fonctionnent? C'est tout simplement parce qu'il y a cette dimension post-vérité. C'est-à-dire un peu comme l'image que je prenais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il se contente simplement du fait qu'il ressent que le ventre a gonflé. C'est-à-dire même si on arrive, qu'on lui dise que les éléments nutritifs vont à chez l'autre, ça ne va pas en réalité chez toi. Bon, maintenant, pour lui, comme le ventre gonfle, c'est-à-dire c'est ça en réalité qui l'aveugle. Donc, il y a cette dimension post-vérité, justement, qui nous aveugle, qui aveugle justement l'être social. Si bien même que quand tous les paramètres viendraient démontrer que son action ne lui profite pas, il serait incapable justement de se désolidariser. Donc c'est ce point-là que je voulais souligner. Et aussi, il y a cette autre dimension où nous savons très bien dans le fond, il n'est pas, nous avons toujours eu l'habitude de le dire, il fonctionne comme un capteur. Ça veut dire que ce qu'il pense, ce qu'il désire, ça ne vient pas de lui, ça vient toujours de cette personne morale. Donc, c'est tout à fait normal, c'est de bonne guerre que les informations que cette personne morale impulse, envoie, que lui va recevoir, qui va créer justement ses désirs et qui conditionnera son déploiement, il est clair que ça ne peut profiter qu'à l'État et qui n'a même pas le pouvoir de faire autrement puisqu'il fonctionnant comme un robot. Bon, maintenant, pour revenir justement à sur la question de la structuration, je vais simplement rendre un témoignage là-dessus. Pour moi, qui personnellement a été très édifiant, je suis parti samedi dernier à une réunion de famille. Donc, on avait une réunion de famille à laquelle j'avais à cœur de m'y rendre. Donc, quand je suis arrivé à la réunion de famille, quand les échanges ont commencé, je me suis rendu compte que l'objectif principal pour lequel celui qui est considéré comme le responsable de la famille avait organisé la réunion, c'était, il parlait de la construction d'une maison au village.
construire une maison au village était une difficulté, puisque nous sommes allés il y a de cela un mois et demi. Il y avait tellement de difficultés pour se loger, parce qu'il n'y a pas de maison au village. Et il souhaitait que, pour que l'on ne connaisse plus des conditions pareilles, que tout le monde voit comment est-ce qu'ils peuvent construire. On voit comment est-ce que les différents membres de la famille peuvent construire une maison au village. Et personnellement, quand moi j'avais pris la parole, Angéline, je leur ai dit ceci que, en réalité, la maison, c'était un ensemble de pièces d'informations. Et imaginez que ces informations soient disparates. Vous n'avez pas dans le fond de maison, parce que ce qui fait la résistance, l'équilibre de la maison, c'est l'assemblage de ces informations, donc de ces pièces-là. Et entre eux, je disais que quel est donc le rôle, la vocation de la maison? Mais la vocation de la maison, c'est un outil qui permet de construire une cohésion. C'est-à-dire que les individus qui l'habitent, c'est un lieu de retrouvailles, un lieu de rencontre qui permet, qui facilite la construction d'une certaine cohésion, la construction d'une certaine personnalité, en réalité qui se voudrait collective. Et je leur dis donc que, imaginez donc que toi et moi, nous serons propriétaires d'une maison et que chacun fonctionne dans ce monde. C'est-à-dire, nous fonctionnons dans des hypocrisies, dans des divisions, dans des rivalités. Mais à quoi servir la maison? Parce que dans le fond, la valeur justement de la maison dépend de la vocation qu'elle joue. Et j'ai dit dans le chef de famille que je voudrais simplement lui dire que la première maison, à mon sens, la première maison justement à construire, si jamais il aurait le pouvoir, c'est de construire cette cohésion-là entre les différents membres de la famille. Parce que moi, je parle avec des preuves, donc je ne peux pas peut-être rentrer dans les détails avec vous là. Et aussi, je me suis rendu compte en moi, mais il est vrai, je ne l'ai pas exprimé comme ça, que est-ce que lui-même il aurait le pouvoir? Est-ce qu'il aura le pouvoir de le faire? Parce que pour créer une conscience collective dans les individus, afin de les amener à créer, on peut dire, un cadre structurel pour les permettre davantage de se construire, il faudrait déjà que toi-même tu le sois. Il faudrait déjà que toi-même tu incarnes justement cette façon de voir, cette façon d'être, pour pouvoir la reproduire en face. Donc, on peut bien comprendre que parlant justement de la structuration, Angéline, il faut justement qu'il y ait des aigles, même s'ils ne sont pas nombreux, qu'il y ait quelques individus eux-mêmes justement qui représentent, je dis bien sur le plan moral, ce modèle, je peux dire, de société ou bien de civilisation, ce modèle de société ou de civilisation. Parce que ce sont eux justement qui perçoivent très bien, quand je parlais tout à l'heure de la dimension architecturale de la société qui a conçu les aigles individualistes, qui perçoivent très bien que c'est en structurant aussi justement les choses conformément à un modèle de civilisation dont ils sont la représentation, qui peuvent facilement aussi se reproduire. Donc c'est ce que je voulais apporter par rapport à tes questions. Merci, vraiment très très intéressant. Donc ça me permet de rebondir parce que j'ai pu faire un petit tour du côté des commentaires écrits. Donc rebondir avec cette question de Annick. Donc elle demande, cet individualisme, cette société, ce système a-t-il une limite dans le temps? Jusqu'où peut-il aller? Est-ce que Franck, tu as un élément que tu voudrais apporter à cette question de Annick? Et puis moi je pourrais après lui partager. Est-ce que tu peux reprendre? Je n'ai pas bien suivi la question. Donc, elle pose, cet individualisme, cette société, ce système, a-t-il une limite dans le temps? Jusqu'où peut-il aller? Puisqu'on parle d'un individualisme finalement qui limite, qui garde les uns et les autres finalement dans des cages. Donc, elle se demande, mais jusqu'à quand peut-être est-ce que c'est possible qu'il y ait un après? Donc, qu'est-ce que tu peux répondre à cette question d'Annick? Oui, déjà, ce que je peux répondre à Annick, c'est que je pense que nous le savons tous que la question de l'individualisme, déjà, selon les environnements dans lesquels chacun est façonné, chacun est éduqué, ne s'exprime pas forcément dans la même, de la même façon. C'est-à-dire que son niveau, son degré d'expression, il y a parfois des différences prêtes. C'est-à-dire en fonction des environnements, et en fonction justement des repères que chacun reçoit. Donc, ce qui fait que ce décalage-là, en réalité, je pense que c'est un indicateur qui pourrait nous renseigner sur le fait que cet individualisme est limité dans le temps, mais à condition justement qu'il y ait cette capacité de proposer une autre civilisation. Parce que si nous disons que cet individualisme-là qui s'exprime, qui a aujourd'hui une dimension planétaire, universelle, c'est le biais de l'éducation qui l'a façonné.
Or, l'éducation, qui pense l'éducation? Il faut justement qu'il y ait un individu qui soit le prototype du modèle éducatif qu'il pense, en quelque sorte. Donc, ça veut dire que si, justement, on a réellement là un peu pour vers des individus qui représentent une autre façon de voir, on peut dire qu'ils sont la fonction, on peut dire, d'une pensée collective, d'un idéal collectif, au fur et à mesure que ce qu'ils sont. Pas la structuration va davantage se reproduire, mais je pense que ça a bel et bien le pouvoir d'effacer, c'est-à-dire cette individualité, cet individualisme que l'on observe. Je ne sais pas si je reprends à sa question. En tout cas, je trouve que c'est très clair. On va laisser Annick te répondre par écrit, à savoir si il y a une clarification par rapport à sa question. Ça me permet aussi de lire donc le commentaire de Nadiège qui dit donc finalement l'objectif c'est se demander si les actions que je pose est-il pour mon besoin personnel ou plutôt pour un objectif commun. Si je suis individualiste, je suis une extension de celui qui est individualiste. Je suis donc le prolongement de cette société. Donc, quand je pense protéger mes intérêts, c'est la société qui se protège. Et par rapport à cette question, effectivement, que Annick a posée, ce qui me venait, c'est d'appuyer, de rebondir sur l'image que tu as donnée, que j'ai trouvé très intéressante, de cette personne qui pense s'alimenter et qui, au final, lorsqu'elle s'alimente, même si son ventre pourrait gonfler, finalement, c'est au bénéfice, ça nourrit les éléments vraiment nutritifs, alimente autrui. Et en fait, souvent, c'est ça qui est important de rappeler dans nos échanges, c'est que même ce qu'on appelle la société, même lorsqu'on réussit, parce qu'il y a un regard au-dessus qui réussit à démystifier donc l'intention et son mode d'action, il faut savoir que la société n'est pas l'absolu. Voilà. La société, c'est un outil indispensable, en tout cas par rapport à un objectif donné de la réelle morale, de la réelle, comment on de la source primaire de l'intelligence du créateur, en fait. C'est un outil indispensable. C'est un outil qui, comme cette image, participe à entre guillemets, qui, lorsqu'elle croit s'alimenter, donc elle met en place une structure, une architecture, crée des conditionnements. Il y a un conditionnement qui est fait pour la séparation, l'individualisme, etc. Tout ce déploiement, lorsqu'elle pense, entre guillemets, s'alimenter, la société, son ventre effectivement gonfle, mais les éléments nutritifs, la dimension réelle derrière au niveau informationnel, énergétique, en termes de ressources réelles, en termes intelligentiels, est au bénéfice, non pas d'elle-même, mais de représentants de la dimension réelle morale que représente l'intelligence. Et c'est ça qui est très important, et je trouve aussi que c'est complémentaire à ce point aussi sur lequel tu insistes en comprendre de cette question, mais lorsque le constat est fait, va-t-on chercher à l'extérieur une solution? Va-t-on être dans la quête d'un sauveur extérieur, mais quelqu'un qui pourra à un moment donné mettre fin à ce que j'entends qui finalement n'est pas, entre guillemets, vraiment à mon avantage, ou suis-je l'expression, suis-je porteur, suis-je est-ce que je porte le germe, est-ce que je suis la représentation de la morale, de l'intelligence pour laquelle tout cela finalement est finalement au réel avantage. C'est-à-dire, est-ce que je fais partie, est-ce que j'ai cette capacité de pouvoir canaliser, de pouvoir m'alimenter, de pouvoir être celui qui est nourri au quotidien, vraiment du mouvement de tout cela, même de ce qu'on appelle l'individualisme et autres. Parce que comme tu le disais très bien, cette caractéristique, elle est pensée, elle ne peut pas être, on ne peut pas la changer, puisqu'il y a tout un système, il y a tout un mécanisme qui applique des lois naturelles, des lois physiques. Donc, il y a une application de ces lois pour pouvoir structurer de façon de plus en plus, on va dire, de plus en plus perfectionner donc cette structuration. C'est pour ça qu'on voit que l'individualisme se renforce, que c'est comme si on va d'individualisme en individualisme, de plus en plus renforcé dans l'ADN même des générations qui arrivent. Mais comprendre que effectivement, mais ça a fait gonfler le ventre, oui, d'une dimension, d'une personne morale, de la société, de l'État. Mais qu'il est possible de faire partie, d'être le véritable bénéficiaire
de la dimension nutritive. Et la dimension nutritive, c'est en termes intelligentiels, en termes de compréhension, en termes de capacité de régulation, de management de toutes ces ressources. Et cela aussi, comme tu le dis, va se matérialiser par une structuration, par une architecture intérieure autre que l'intérêt et le besoin, d'accord? Et donc par une architecture aussi structurelle au niveau extérieur qui est capable, même en intégrant ces paramètres, cette réalité, de pouvoir se pérenniser, se prolonger. Donc, c'est ce qui me venait par rapport à ces éléments très intéressants que vous avez apportés les uns et les autres. Nadège, est-ce que tu as un point, une remarque par rapport à cela? Non, ça va. Les apports sont pour moi complets et il n'y a rien à ajouter d'autre en fait. D'accord, donc il y a Annie qui a réagi, donc qui a répondu à ta question. Franck, elle dit oui, que tu as répondu à sa question. Elle précise, mais par rapport aux lois naturelles, jusqu'où peut-elle pousser des schémas toujours plus coupés de la source? Alors, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, donc il y a un petit bagage un petit peu, on va dire, au niveau des codes mathématiques qui souvent m'aide à comprendre, à illustrer ces choses et voir toute leur pertinence et voir que derrière, il y a un objectif unique, en fait. Comme on dit, il n'y a pas deux consciences, il n'y a pas deux, on va dire, deux entités qui se battent comme souvent on fait croire, mais il y a une seule, il y a une continuité, il y a une harmonisation pourvu que l'on puisse le comprendre. En fait, dans ce qu'on appelle, entre guillemets, les mathématiques, c'est pour ça que j'avais apprécié le terme que tu as utilisé, fonction, même application, on a les applications. Et en fait, l'application, elle va tirer ces éléments d'un ensemble de définitions. Donc, c'est ce qu'on appelle les lois naturelles. On parle des lois naturelles. Donc, parmi les lois naturelles, pour bien les observer, pour sortir même du champ social, on observe effectivement la dimension universelle, ce qu'on va appeler le soleil, la nature, les faisceaux, la dimension matérielle de ce qu'on va appeler la nature, permet de comprendre l'intention derrière ces lois naturelles. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on en fait une application? C'est qu'on va utiliser donc ces éléments, on va partir de cet élément de définition, mais on va y associer une intention, on va y associer un objectif, on va y associer donc, par exemple pour la société, un intérêt. Et donc, ce qui va en sortir, c'est l'application, l'utilisation des éléments de cet ensemble de définition pour l'atteinte, qui vont être modelés dans l'atteinte de mon objectif. Et donc, je vais en faire donc une application. Donc, c'est pour ça que la personne, en fait, c'est la société qui applique la compréhension, puisque sans cesse, on voit, c'est lui qui rappelle toujours que le pape a incité les uns et les autres à comprendre davantage les lois naturelles pour pouvoir en faire des applications, pour pouvoir les utiliser en vue de les modeler pour l'alimentation et l'atteinte des intérêts de la société. Donc, ça veut dire quoi? Que si effectivement on représente une dimension intelligentielle autre que la société, il y a aussi cette capacité de pouvoir faire usage de toutes ces lois, de les appliquer, de les utiliser pour matérialiser l'intention que l'on représente. Et c'est surtout ça. Et c'est là qu'on voit que, moi, souvent, la société, je trouve, c'est là qu'on voit l'intelligence, je trouve très pertinent son existence. Et que, effectivement, on comprend que c'est le créateur qui l'utilise, pour atteindre des objectifs, pour nourrir vraiment de façon intelligentielle les représentants de l'intelligence qu'il est, parce qu'on trouve de plus en plus pertinent cette existence. L'exemple qui me vient souvent, peut-être un exemple qui peut-être peut parler à d'autres, toujours dans la sphère de l'enseignement, c'est comme si il y a un problème au tableau. Et donc, il y a un des élèves qui représente une certaine intention, un certain champ de projection, etc., qui se lève et qui se propose, en fonction de ce qu'il représente, de pouvoir assembler donc les éléments qui sont sur le tableau, ses connaissances et tout, pour modéliser quelque chose. Et lorsqu'il va modéliser quelque chose, il va mettre en lumière le potentiel en termes de compréhension qu'il représente. Il peut y avoir dans la salle, peut-être, un autre élève ou une autre personne qui représente des potentialités
supérieur et qui va pouvoir effectivement se rendre compte de la fragilité, de la limite qui va pouvoir même sublimer, utiliser ce qu'il a fait pour réaliser quelque chose d'encore plus grand dans son intention à lui. Et c'est souvent ce qui me vient par rapport à la société, c'est que, heureusement qu'elle existe, parce que pour ceux qui ont dimensions, qui sont dans l'apprentissage, ça permet de se rendre compte du potentiel créatif, du potentiel qu'il y a dans la compréhension, notamment la compréhension des lois, tout ce qui est possible de matérialiser. Et comme cet élève qui a fait sa proposition, et qui alimente sa proposition, qui alimente ses intérêts, si moi j'estime que je représente des facultés, voire supérieures, je n'ai aussi, moi, qu'à faire ma proposition, à me lever pour présenter ma solution. Et à ce moment-là, si c'est une solution effectivement au-dessus, la solution réelle, non biaisée, mais cela aussi va pouvoir resplendir. Et souvent, lorsqu'on est dans cette dimension de pouvoir apporter cette solution réelle, on se rend compte que le fait que celui qui s'est levé avant, qui a présenté, qui a fait sa proposition, lorsqu'il s'est exprimé, ça nous a été très utile parce qu'on va en tirer des éléments pour davantage affiner ce que l'on va pouvoir mettre comme proposer comme modèle. Donc souvent à cette question, pour ne pas être dans la stigmatisation, dans le jugement moral que la société soit mauvaise, c'est toujours en fait se rappeler que derrière, il y a une conscience unique, il y a l'intelligence qui a mis sur pied tout ce mécanisme, mais pour nourrir réellement ce qui est la représentation de l'intelligence. Donc, Franck, je ne sais pas si... Oui, vas-y, Nadia. Oui. En fait, c'est dans l'éducation, on a tendance à penser qu'on est détaché de la société. C'est qu'il y a la société et puis il y a de l'autre côté. Comme ça me fait penser aux histoires de la Bible, il y a les élus et puis il y a les déchus. Donc, la société fonctionne, participe à notre construction. Parce que je pense que dans l'expérience de chacun, la maturité que vous avez acquis aujourd'hui est venue des expériences que vous avez vécues dans la société. Et ce serait toujours ainsi comme ça. Donc, elle participe à notre construction. On ne peut pas être détaché d'elle, en fait. Merci beaucoup, Nadia. Alors, il a été signalé que Gilles Fabrice voulait intervenir. Donc, on t'écoute, Gilles Fabrice. Voilà, déjà, bonjour à tout le monde. En fait, mon intervention aura beaucoup plus dans le sens dans lequel abondait Angeline tout à l'heure, parlant de l'outil, la société comme étant un outil. Parce que des fois, lorsque, par exemple, on a en face de soi son téléphone, par exemple, lorsque ce téléphone-là nous signale qu'il doit être chargé, qu'il doit être rechargé, souvent on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que le téléphone me demande de le recharger. Pourquoi? Parce que le regard qu'on a dessus, c'est un outil. Et on sait que vouloir que le téléphone, lorsqu'il a été utilisé à un moment donné, il doit être rechargé, on sait que ça fait partie de ses caractéristiques. Ça fait partie de son mode de fonctionnement, de la manière dont il a été conçu. Et donc, ça fait que du coup, parce qu'on s'en sert, parce que c'est un outil qui nous permet d'arriver à quelque part, on le remet juste à la charge pour qu'il nous soit encore plus utile. Donc, ça veut tout simplement dire que quelqu'un qui perçoit la société ainsi, lorsqu'il est face au fonctionnement naturel de la société, s'il fallait le dire comme ça, parce que même si cette société est subdivisée en deux dimensions, néanmoins, chacune des dimensions exprime tout simplement la manière dont elle a été conçue de s'exprimer. Ça veut dire que quelqu'un qui exprime, par exemple, son individualisme face à moi, je ne me sentirai pas agacé de sa manière d'être ou alors de son fonctionnement parce que je comprends que c'est ainsi qu'il a été conçu. Donc, ça fait que c'est ça qui démontre à suffisance que ce que je suis, ce n'est pas la même société. Mais si, face au fonctionnement d'un individu, qu'il soit individualiste ou pas, je me sens agacé, ou alors je me sens frustré, ou alors je me sens aigri ou amer, ou alors je prends des décisions de m'éloigner
d'un tel individu, ça montre sa suffisance aussi que je suis exactement pareil. Pourquoi? Parce que je me poserais bien la question de savoir, en fait, je ne comprendrais pas l'utilité de la personne à côté de moi qui peut-être, c'est un outil qui peut me permettre de mieux me comprendre, ou alors c'est un outil qui peut me permettre de me poser la question de savoir comment être davantage pour pouvoir être utile à une telle personne et pouvoir créer autre chose. Donc, c'est tout simplement pour dire que, en réalité, lorsqu'on a une hauteur de vue par rapport à la société, on ne peut pas se sentir frustré ou aigri ou amer, ou alors on ne peut pas prendre certaines décisions face au fonctionnement de la société parce que c'est ainsi qu'elle a été faite. Elle joue bien son rôle, elle est fidèle, s'il faut le dire comme ça, dans ce pourquoi elle a été faite, quoi. Donc, c'est ce que je pouvais dire par rapport à tout ce qui est dit. Oui, Angéline, si tu permets, je vais ajouter quelque chose pour répondre à la préoccupation d'Annick. Toi, Bondé, tu joues dans le même sens que toi. Hein? En fait, je pense que ça dépend de la position à partir de laquelle l'on observe le fonctionnement social, en parlant de l'individualisme. Dans la position à partir de laquelle on observe, ou alors le niveau d'observation de chacun. Et je pense que vous convenez avec moi que notre société qui est structurée de manière hiérarchique, sa structuration en réalité dans le fond ne vient pas d'elle. Même si quelque part les individus justement qui la représentent penseraient qu'ils en sont des principaux protagonistes, ils en sont des auteurs. Et quand on revient justement au niveau social, vous voyez vous-même que l'observation que les architectes sociaux ont de ce fonctionnement individualiste n'est pas forcément la même observation que monsieur tout le monde pourrait avoir. Par exemple, que le fonctionnement individualiste, si justement il est pensé et conçu, je peux dire dans sa première dimension par ces architectes, ça veut dire que quelque part pour eux, le fonctionnement individualiste, il est logique. Parce que c'est un fonctionnement qui sert leurs intérêts. C'est un fonctionnement qui les alimente. C'est un fonctionnement qui garantit justement la survie, alors la pérennisation de la société. Ça veut dire que quelque part pour eux, c'est un outil. Donc, et quand vous voyez dans leur position, parce que ce regard vient de quoi? Ça vient du fait qu'ils ont cette position ascendante par rapport aux autres, et leur regard là, vient directement justement de la source dont ils sont la représentation. Donc, ça veut dire que si l'on évolue justement dans cette classification hiérarchique, on va plus loin, comme Angéline, tu le disais, c'est-à-dire que la position à partir de laquelle nous observons la société, elle nous vient directement même du principe de toutes choses, dont notamment le créateur. Ça veut dire qu'on aura justement un regard beaucoup plus limpide même, c'est-à-dire de ce fonctionnement-là. Donc, on comprendrait en des termes simples que c'est un outil justement qui a été conçu et qui sert mieux justement, on peut dire, les intérêts ou alors qui participe à la réalisation des objectifs de son concepteur. Très intéressant, très bien dit. Et ce qui me venait, c'est que effectivement, souvent, lorsque celui qui se plaint, on parle de, quand je dis celui, c'est au niveau de l'être social, qui se plaint effectivement du fonctionnement de la société, c'est celui qui révèle que la compréhension qu'il représente ne peut pas faire usage du fonctionnement, mais qu'il est plutôt un élément ressource de ce fonctionnement, entre guillemets, qu'il subit ces règles de fonctionnement. Il est sous les règles de fonctionnement. Ces règles de fonctionnement ont une ascendance et le mettent en mouvement. Alors que comme tu dis, effectivement, quand on regarde au niveau du haut de la pyramide, ces personnes-là, ces représentations, ce niveau de compréhension n'est pas soumis aux règles. D'ailleurs, c'est souvent là que s'offusque le bas de la pyramide, en disant mais on ne comprend pas, pourtant on a les mêmes règles, on dit que nul est censé ignorer la haute, qu'on est censé être égaux en droit, n'est-ce pas, donc devant les règles, devant la morale soi-disant sociale, mais il semble que certains ne sont pas soumis à ces lois. Au contraire, ils les conceptualisent, ils les matérialisent et ils en font usage. Ce sont des outils
qui leur permettent de faire et de ces règles et de ceux qui en sont subordonnés des outils pour se développer. Et effectivement, comme tu dis, c'est là qu'on se rend compte que ben non, en fait, c'est possible d'en faire des outils, puisque même au niveau de la sphère sociale, il y a une capacité d'en faire usage. Donc, à plus forte raison, si le regard vient de dessus, si la conscience de soi elle est au-dessus, n'est-ce pas? On fait usage même de ceux qui participent à matérialiser cet environnement pour se développer soi. J'ai trouvé ça très intéressant. Donc, nous allons conclure cet échange très, très riche. Nadia, je ne sais pas si tu as un dernier point, un point pour conclure ce moment. Et Non, puis, ça va, je l'ai. D'accord. En tout cas, merci pour ta présence. Merci pour ces échanges très riches. Merci Franck, merci Gilles, Fabrice. C'est vrai que il semble que Luc n'a pas pu nous rejoindre. Il y avait aussi peut-être Fabrice Yamsi ou Vialine qui voulaient intervenir. Il y avait certainement des soucis de connexion, mais ça n'a pas empêché que ça a permis en tout cas que nous puissions entendre de nouvelles voix aussi. Donc, c'est très intéressant. Et puis, il y a toujours la possibilité d'écouter en replay. Donc, normalement, le jour même, le replay est disponible. Et puis, pour qu'il soit disponible les jours suivants, comme d'habitude, je vais me charger d'enregistrer et de le mettre à disposition, notamment sur YouTube et relayer sur le groupe. Donc, voilà, merci pour tout. Et puis, on se dit donc à samedi prochain pour un prochain thème au niveau de l'émission directe. Et puis, à dimanche pour de nouveaux échanges interactifs. Au revoir.